You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? I am the danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec mon amie prodigieuse, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Spoiler alerte, aujourd'hui on va parler de spoilers, comme le moment dans Lost où et décide de ou la fois dans Game of Thrones où Ah ouais, cette fois-là. Ouais, vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est au fond un spoiler et pourquoi les gens en ont aussi peur ? Est-ce qu'il faudrait pas que tout le monde pète un coup ? Si. On va répondre à toutes ces questions et promis, on vous préviendra à l'avance quand il y a des spoilers. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi le pic de ta semaine ? Le pic de ma semaine, c'était hier quand j'ai reçu un email de Arte qui m'a appris que la série, on en a parlé la semaine dernière en fait, on en a parlé de Betty Pool. La série israélienne sur In Treatment, la série va enfin être adaptée en France. Elle avait été adaptée dans plein de pays, mais pas en France. Et elle va être adaptée par Olivier Nakache et Eric Toledano, donc qui sont derrière Intouchables et puis récemment Hors Normes. Et le casting, c'est un peu un casting de rêve avec Frédéric Pierrot dans le rôle du psy, Carole Bouquet dans le rôle de sa psy à lui, Reda Kateb, Anaïs Desmoustiers, Pio Marmaille dans le rôle des patients. Donc moi j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et puis il va y avoir un angle aussi sur l'après 13 novembre. Donc je pense que ça va être assez intéressant et que ça va rajouter quelque chose à In Treatment et justement à ce modèle avec cet angle-là. Donc j'ai hâte de voir ça. Et toi Anaïs, c'est quoi ton pic de la semaine ? Alors moi, mon pic de la semaine, c'est un bouquin écrit par Emily Nussbaum, qui est une critique américaine de séries. Ça s'appelle I Like to Watch et en fait c'est un recueil de certaines de ses meilleures critiques. C'est Marie qui me l'a offert, donc je précise que c'est vraiment le pic de ma semaine. C'était un super cadeau et en fait c'est vraiment génial. Bon déjà elle est brillante, donc elle m'a filé plein de complexes et maintenant j'ose plus du tout faire de la critique de séries parce que je ne serai jamais aussi bonne qu'elle. Mais surtout ce qui est passionnant dans son livre, c'est que elle redonne de l'honneur et de la noblesse à des séries qui sont souvent considérées comme pas du tout dignes de cette noblesse, notamment Sex and the City ou Jane the Virgin, qui sont des séries qu'on considère comme trop féminines, trop superficielles. Et elle, en fait, elle en parle d'une manière qui nous fait vraiment reconnaître toute l'intelligence de ces séries. Et je trouve ça super de remettre un peu à l'ordre du jour des séries dont on parle pas assez souvent dans la conversation critique de manière générale. Ouais, puis il faut dire, Emily Nussbaum, elle a quand même eu un prix Pulitzer pour sa critique série. Et enfin bon, c'est quand même assez... Enfin, c'est la seule à avoir eu ça, mais ça montre aussi que la critique série peut être extrêmement... On attend notre Pulitzer pour PIC TV. Voilà. On va revenir au sujet du jour qui est les spoilers. Déjà, est-ce que les spoilers ont toujours existé ? Parce que j'ai l'impression qu'on nous saoule particulièrement avec les spoilers en ce moment, mais est-ce que les gens s'énervaient sur Star Wars à l'époque ou pas ? J'étais pas en vie au moment de la sortie de Star Wars à l'époque, enfin des premiers, mais j'imagine, enfin je pense que à l'époque déjà, on n'avait pas envie en sortant du cinéma ou en allant au cinéma voir Star Wars de savoir que, enfin, attends, c'est Luke et le fils de... C'est quoi ? C'est Dark Vador. Ouais, voilà, c'est ça. Désolée, on vous a spoilé du coup. Ah merde. Ouais. Mais enfin bon, je pense que déjà à l'époque, personne n'a jamais envie d'avoir eu un spoiler sur un film ou une série qui sortait avec un événement majeur. Mais il y a eu un gros changement quand même ces dernières années. Déjà avec l'essor des réseaux sociaux et puis avec le fait qu'on regarde tous à des moments différents en fait. Alors il faut rappeler l'étymologie un peu du mot spoiler. En fait, to spoil, le verbe en anglais, ça veut dire gâcher. Donc maintenant, on utilise de plus en plus à la place de spoiler le mot français divulgacher. Donc qui utilise ça ? Bah beaucoup de gens. Ah bon ? Ouais. Donc il y a vraiment ce sens-là du mot, c'est que un spoiler, c'est quelque chose qui va venir gâcher notre expérience de téléspectateur. Donc c'est pas juste savoir qu'il y a une lampe rouge dans le film ou dans la série, c'est vraiment quelque chose qui va nous empêcher de profiter de l'œuvre. Donc après, tout le monde n'a pas la même définition, mais c'est vraiment ça que ça veut dire à la base. Et donc comme tu disais, ce qui a vraiment changé, c'est l'arrivée de nouveaux modes de consommation. Déjà avec les boîtiers qui permettaient d'enregistrer à l'avance les séries. Avant, quand tout le monde regardait Friends le même soir ou quand tout le monde regardait Urgence le même soir, tout le monde allait savoir que Ross et Rachel s'étaient embrassés et tout le monde pouvait en parler le lendemain. Sauf qu'une fois qu'on a eu la possibilité d'enregistrer en différé,
Et puis maintenant, en plus, avec les plateformes de streaming, bon, c'est complètement différent. Chacun regarde à son propre rythme. Et donc, personne n'est au même moment de la même série en même temps, sauf pour Game of Thrones où les gens sont un peu forcés justement de le regarder au même moment. Ouais. Mais il y a vraiment un vrai problème de différé qui fait que les gens peuvent... on peut leur gâcher le visionnage d'une série beaucoup plus facilement, en fait. Oui, maintenant, quand t'arrives en soirée et que tu dis qu'est-ce que je regarde en ce moment comme série, et là, les gens tout de suite se couvrent les oreilles en disant non, mais moi, j'ai pas encore commencé. Donc, ça devient un champ de mine, en fait, de parler des séries qu'on aime, alors que c'était pas du tout le cas. Il y a encore, je me souviens, 5-6 ans. Enfin, là, il y a vraiment eu une explosion ces dernières années, quoi. Et le plus gros problème, en plus, je pense que c'est quand même les réseaux sociaux, parce que maintenant, quand t'as un épisode de série, surtout une série très attendue, très connue, comme The Walking Dead, Game of Thrones ou Murder, quand tu vas sur les réseaux sociaux juste après la diffusion de l'épisode, c'est impossible quasiment de pas te faire spoiler, parce que tout le monde veut réagir en direct sur ce qu'ils viennent de voir. Et donc, quand il y a une grosse majorité des gens qui ont vu l'épisode au moment de la sortie, ça devient impossible d'aller sur les réseaux sociaux. Oui, et puis il y a un ensemble de règles maintenant qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on lâche un seul mini spoiler dessus, on se fait conspuer par tout le monde, alors que, c'est un peu le principe du jeu, quoi. Donc, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est ça qui est quand même un peu agaçant, c'est que personne n'a décidé de la règle universelle de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas spoiler. Pour moi, un spoiler, la définition, c'est si on m'apprend la mort d'un personnage important. Ce que je t'ai fait une fois par email. Voilà. Mais on est restés amis, comme quoi je l'ai pas trop mal pris au final. Mais voilà, pour moi, vraiment, le seul moyen de me gâcher vraiment l'expérience, c'est de m'annoncer juste avant que je vois l'épisode qu'il y a un personnage principal qui est mort. Ou si on me gâche une énorme surprise, quelque chose qui devait être surprenant dans l'épisode, et que du coup, maintenant, je vais passer tout l'épisode à attendre ce moment ou ce rebondissement. Donc l'expérience ne sera pas la même. Mais c'est rien d'autre, en fait. C'est pas me parler de ce qui se passe dans l'épisode. C'est quand même très, très limité pour moi, un spoiler. C'est pas... Non, mais il faut dire, je pense que les gens qui vont nous écouter là et qui sont justement très spoiler-phobes vont nous prendre un peu en grippe sur notre vision du spoiler, parce que toi déjà, tu dis que c'est vraiment la mort d'un personnage que tu considères comme un spoiler, mais pas le reste. Moi, j'ai une relation quasi pathologique au spoiler dans le sens où j'adore ça, en fait. Je vais chercher le spoiler. Je vais, quand je commence à regarder une série qui a déjà été diffusée, je vais googler des éléments de l'intrigue pour voir où ça va mener. Quand il y a des couples qui, je pense, vont finir ensemble, je vérifie qu'ils vont finir ensemble. Je regarde même des compilations de vidéos sur YouTube pour voir toutes les scènes où ils vont être ensemble. En fait, si je pouvais lire les spoilers de ma propre vie, je le ferais. Et j'aime pas trop les surprises. Je pense qu'il y a un élément de contrôle aussi là-dedans, où j'ai besoin de lire ce qui va se passer, ça me rassure. Et du coup, j'ai un peu essayé de me limiter, par exemple avec Game of Thrones, où avant j'écoutais carrément des podcasts où on révélait toutes les fuites qu'il y avait eu autour des scénarios. Comme ça, je savais vraiment tout ce qu'il y avait à savoir, tout ce qui était possible de savoir avant de le voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça au final qui aiment bien savoir. Il y a quand même cet attrait pour les leaks et pour savoir. Puis parce que t'aimes bien savoir avant tout le monde en plus. Ouais, voilà, sur Game of Thrones, je pense qu'il y avait une espèce de fierté aussi, parce que en plus il y avait les livres à la base et ceux qui avaient lu les livres avaient un atout par rapport à ceux qui les avaient pas lus, et d'un coup ils ont perdu ça quand on s'est éloigné des livres, donc les fuites ont remplacé un peu ça, quoi. Mais moi j'ai essayé la dernière saison de ne plus rien lire et de vraiment préserver l'aspect surprise et de le regarder en même temps que tout le monde pour vivre un peu ça et pour voir ce que tous les gens pour voir un peu ce dont tout le monde me parlait, de cet effet de surprise qui est si précieux et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez agréable en fait de pas savoir ce qui va se passer et d'être pris par surprise par certains événements. Ouais, moi c'est vrai que j'aime bien me laisser surprendre aussi par les séries, et ce dont tu parlais tout à l'heure sur le moment où tu m'as spoilé une scène assez importante. Désolée. C'était une mort importante dans Game of Thrones. Je veux juste dire que j'ai pas fait exprès. Mais je t'en veux pas, c'est pas grave, je t'en ai voulu sur le coup. Mais vraiment, ce qui a été horrible, c'est que tu m'as envoyé ce mail en me disant « Oh mon Dieu, blablabla », 5 minutes avant que je lance l'épisode. Et donc, vraiment, j'étais dans un espace mental où je me disais « Ah, super, je vais regarder l'épisode ». Et là, juste avant de le lancer, je vois ta phrase. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion d'immédiateté pour moi qui gâche la surprise. Si on me dit quelque chose 3 mois avant que je regarde une série que j'ai encore pas commencé, je pense que je l'aurais oublié d'ici le moment où je vais regarder la série, et donc c'est pas très grave. Par exemple, je savais la fin des Sopranos avant de regarder les Sopranos, mais ça m'a pas dérangé parce qu'on me l'a dit il y a des années, et puis après j'ai pu regarder la série normalement. Par contre, si c'est 5 minutes avant de lancer l'épisode, là il y a vraiment un côté
Ouais. Ok, bon, d'accord. Je suis vraiment désolée, c'était il y a 4 ans, on en parle encore. Je te pardonne. Non, mais il y a aussi la notion de responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on peut en vouloir tant qu'on veut à la personne qui nous a spoilé. Au final, souvent, on peut quand même s'en prendre qu'à soi-même quand on se fait spoiler, quoi. Mais c'est-à-dire qu'on connaît les règles du jeu. Si on regarde, si on est fan de Game of Thrones ou de The Walking Dead, surtout des grosses séries qui ont un gros following avec énormément de fans, et qu'on ne regarde pas le dernier épisode et qu'après on se ramène au boulot en disant à tout le monde je veux rien entendre, ou qu'on dit, enfin, qu'on veut pas aller, qu'on va sur Twitter et qu'on se plaint d'avoir été spoilé, mais on peut s'en prendre qu'à soi-même. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'Internet fonctionne, c'est comme ça qu'un bureau fonctionne, les gens vont parler. Si on veut pas être spoilé, il faut regarder à temps, quoi. Ou bien s'isoler. Oui, ou accepter qu'on va peut-être se faire spoiler et que c'est pas grave. Mais dans le cas de Game of Thrones et de la fois où tu m'as spoilé, j'avais qu'à pas ouvrir ma boîte mail, en fait, à 6h50 du mat avant de regarder un épisode de Game of Thrones, quoi. J'avais c'est parce que t'es très professionnel et tu voulais voir si t'avais... Voilà, c'est ça. Mais en vrai, je pense qu'il faut arrêter d'en vouloir à la terre entière, de ne pas prendre en compte ce que nous, on aimerait ne pas se faire spoiler, parce qu'on peut pas savoir, en fait, ce que Jean-Michel sur Twitter ne veut pas se faire spoiler, alors que par contre, peut-être que Joséphine, elle accepte de se faire spoiler. Enfin, on peut pas s'adapter au cas particulier de chaque personne. Donc, il faut peut-être que nous-mêmes, on mette en place les stratagèmes qu'on veut pour ne pas se faire spoiler et qu'on accepte un peu notre responsabilité là-dedans, quoi. J'aime bien parce que cet épisode est en train de se transformer en séance de thérapie entre nous deux. On est en train de revisiter ce trauma passé et non, vraiment, maintenant, voilà, moi, je suis passée à autre chose et je pense d'ailleurs que j'ai beaucoup évolué sur ma philosophie par rapport aux spoilers grâce à toi. Ah. Donc, je te remercie, Marie. T'en prie. Mais voilà, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est quand les gens ne veulent plus rien savoir du tout sur une série. Genre, même pas qui joue dedans ou même pas le principe de la série ou si la série est bien ou pas, parce qu'ils ont peur que ça va gâcher leur expérience. Là, je pense qu'on rentre vraiment dans quelque chose, comme tu disais, ouais, de pathologique. Il faut vraiment péter un coup, quoi. Sur les réseaux, maintenant, moi, récemment, je me suis fait attaquer parce que j'ai dit qu'il y avait une scène dans Watchmen où un objet était utilisé. Ça ne révèle rien d'important dans l'intrigue. Effectivement, les gens vont attendre de voir cette scène une fois qu'ils ont lu mon tweet, ça. Mais bon, ça va, faut se calmer un peu. Ouais, quoi. Mais je vais me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire que, alors que moi-même, en fait, je m'en fiche, je peux comprendre en même temps qu'il y a certains éléments d'une intrigue où parfois après tu vois un tweet et tu vas attendre, ouais. Et parfois tu vas pas prêter attention à d'autres scènes parce que tu vas attendre cette scène qui va être surprenante ou que tu as lu et qui va être décevante au final parce que tu as lu à ce sujet sur Twitter et que ça t'a hypé alors que il y avait pas grand-chose à hyper. Maintenant, les gens ont peur que tout soit un spoiler. Donc même quand ça l'est pas, ça pourrait l'être et tu le sais pas parce que tu n'as pas vu l'épisode, donc tu penses que ça c'est un spoiler. Ou par exemple, si tu vois la photo d'un personnage sur un article, tu vas te dire est-ce qu'ils ont choisi cette photo parce que ce personnage va mourir? Donc il y a une anticipation de ce qui pourrait être un spoiler qui est souvent erroné, mais en fait on commence un peu à psychoter là-dessus très facilement et je pense que ce qui a vraiment changé la donne avec ça, c'est Game of Thrones et c'est notamment le Red Wedding où il y a eu un tel effet de surprise que en fait maintenant on s'attend à ce que tout ait un peu ce niveau de révélation suprême quoi. D'ailleurs, on va pouvoir écouter un extrait pas du Red Wedding, mais des réactions des gens au Red Wedding qui s'étaient fait filmer par des amis à l'époque et c'est des vidéos qui ont circulé sur internet pour montrer à quel point ce moment était surprenant et ça on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la télé à part avec Game of Thrones quoi. Oh my god! Holy shit. Ce qui est intéressant avec le cas du Red Wedding et de Game of Thrones, en fait, c'est qu'on a eu une espèce de développement des séries à effet surprise. C'est-à-dire que ça a vraiment changé l'approche de la culture série. C'est une approche un peu soap opéra, en fait. Mais sur de la télé prestige, c'est-à-dire que il y avait une énorme hype autour de moments surprenants et le Red Wedding en particulier, mais aussi la mort d'un personnage principal à la fin de la saison 1, je fais attention, ça a vraiment changé la donne sur la façon dont on percevait les séries parce que d'un coup en fait toutes les séries ont voulu avoir des effets comme ça. C'était un effet où le lendemain matin tout le monde en parlait, c'est l'effet water cooler on dit en anglais, c'est à la machine à café tout le monde va en parler. Et c'est un énorme outil de com pour une série, même si c'était pas forcément comme ça que ça a été conçu. Et on le voit avec Game of Thrones à la fin, où on a eu des tournages hyper sécurisés, où il y avait des photos, des leaks, des choses comme ça. Ça a été complètement bâti autour. Ça a fait partie de la mythologie en fait de cette série. Il y a beaucoup de séries qui essaient de reproduire ça, comme Westworld ou d'autres séries avec une espèce de mythologie, avec des moments
très choquants avec des révélations et qui joue vachement sur cette idée de spoiler, c'est-à-dire qui joue vachement sur il faut pas que ce soit révélé, il faut que tout le monde regarde pour savoir ce qui va se passer et cet effet de surprise est primordial, quoi. En plus, ça crée une attente même chez les spectateurs qui, après avoir vu un personnage principal se faire tuer dans Game of Thrones, puis un deuxième, puis un troisième, commence à se dire quelle est la prochaine surprise, quelle est la prochaine grande mort de la série. Et donc, ça nous fait même changer de regard sur la série en tant que telle, parce que on est arrivé à un stade où c'était même plus surprenant, vraiment. Peut-être la façon dont un personnage mourait était surprenante, mais on s'attendait tellement à ce que tout le monde meure. Ils ont un peu reprogrammé notre cerveau, quoi. Oui, puis l'effet de surprise, en fait, il y a un truc où parfois, il y a un vrai aveuglement. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les spoilers, c'est parce qu'en fait, quand je sais ce qui va se passer, j'ai vachement d'opportunités et de temps pour voir comment les scénaristes ont bâti leur histoire pour mener à ce moment-là. Et c'est-à-dire que je savais ce qui allait se passer avec le Red Wedding, bon, parce que je connaissais les livres aussi. Du coup, je voyais tous les éléments qui ont été plantés dans l'intrigue pendant des épisodes et des épisodes pour mener à ça, et c'est brillant et c'est ultra satisfaisant de voir ça. Tu repères la qualité, en fait, de l'écriture qui a mené à cette révélation. Voilà, et moi, ça me gâche rien au plaisir de regarder cette série. Par contre, il y a l'effet inverse quand je me laisse surprendre et quand je ne lis pas de spoiler. Je regarde la dernière saison de Game of Thrones. Il y a un moment dans l'épisode 3 qui va être un moment de révélation très choquante à la fin. Tout le monde va en parler. Et en fait, ce moment-là, quand je le vis, parce que je suis complètement surprise, parce que j'ai pas lu de spoiler, j'ai pas été préparée, j'ai une montée d'adrénaline, je suis complètement sous le charme de ce choix. Et après, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, ça fonctionne pas du tout. Mais l'effet de surprise m'a complètement aveuglée au fait que l'écriture ne fonctionne pas, qu'il y a plein de trous dans le scénario. Mais tu te laisses avoir par le grand spectacle, en fait. Oui, c'est ça, par le grand spectacle et par vraiment cet effet de surprise et cet effet de choc. Et en fait, cet effet de choc, c'est vraiment un truc que la culture no spoilers, c'est intrinsèquement lié, les deux. Il y a un effet de surprise et surtout, il faut pas qu'on nous spoil ça, parce que le plus important, c'est ça qu'on nous dit en fait dans la culture no spoilers, c'est le plus important, c'est de préserver, de ne pas qu'on nous gâche cet effet de surprise. Alors que moi, l'effet de surprise, pour moi, c'est pas... toute analyse possible de la série de manière un peu plus reposée. Et du coup, ça nous empêche peut-être de voir, comme tu dis, les erreurs de scénario. Et d'ailleurs, le fait que Netflix, notamment, et d'autres plateformes balancent des saisons entières que les gens vont binger d'un coup sur la plateforme plutôt que de regarder semaine après semaine, ça aussi, ça empêche un peu toute forme d'analyse. Et comme en plus, on peut pas spoiler parce que telle personne va pas binger au même rythme qu'une autre, ça coupe vraiment toute possibilité de discussion et d'approfondissement où on peut vraiment se poser la question, est-ce que ça a bien été amené, est-ce que ça c'était bien écrit. Oui, après je peux le comprendre d'un point de vue d'un téléspectateur ou spectateur, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie d'analyser, parfois on a juste envie de consommer une série de façon purement émotionnelle, et l'effet de surprise dans ce cas-là, il est primordial, quoi. Mais moi personnellement, c'est pas forcément quelque chose qui me parle, enfin j'aime bien avoir une réponse émotionnelle, mais justement j'aime bien que mes émotions soient pas, j'ai l'impression que c'est un peu cheap parfois quand c'est un effet de surprise avec un truc très fort, alors que je préfère que justement l'émotion me prenne par surprise, mais par d'autres effets, quoi. Comme personne n'a la même définition des spoilers, on s'est dit qu'on allait quand même vous demander à vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous considérez comme un spoiler et quelle est la limite à ne pas franchir selon vous? On a Sébastien notamment qui nous a envoyé un message pour nous raconter un peu ce qu'il en pense. Alors je déteste les spoilers et encore plus les personnes qui spoilent parce qu'elles empêchent les autres de découvrir l'œuvre comme elle a été pensée au départ en fait. Et moi ça me pose un problème. Mais alors ce qui me pose encore plus problème, c'est les personnes qui veulent pas spoiler et qui disent ah attention tu vas voir je te spoil pas, mais à un moment il se passe un truc de ouf parce que du coup tu passes beaucoup plus de temps à regarder l'œuvre, le film, la série, en te demandant qu'est-ce qui va se passer que juste en découvrant l'histoire telle qu'elle est en fait. J'avoue que sur ça, il a pas tort. C'est vrai que c'est un peu agaçant, les gens qui disent « Oh là là, il va y avoir un énorme moment, mais surtout, je te dis pas ce que c'est. » Non, mais moi, si on me dit « Il va y avoir un énorme moment », je demande ce que c'est et qu'on me dise ce que c'est. Enfin, moi, je veux je veux tout, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette espèce de double standard bizarre où à la fois tu veux en parler, mais en même temps, tu veux pas préciser. C'est un peu chelou. Oui, non, ça, c'est pénible. Ça, je suis d'accord. Après, la première partie sur la façon de, vivre l'œuvre, recevoir l'œuvre de la façon dont elle était pensée, déjà, moi, je sais pas la façon dont elle a été pensée, hein. Je la consomme comme je la consomme. Et puis, l'effet de surprise,
je sais pas si c'est un truc qui est primordial dans... Alors, on a d'autres personnes qui nous ont écrit à ce sujet. On a Laura, par exemple, qui, elle, est hyper catégorique. Elle nous dit, on ne spoil pas jamais, même 100 ans après la sortie du film ou de la série, parce que ça arrive de voir une œuvre longtemps après et que ça n'apporte absolument rien de spoiler. Donc, non, je suis désolée. Enfin, franchement, ça, c'est ridicule. Désolée, Laura. Mais... Non, mais enfin, au bout d'un moment, il faut une analyse. Enfin, c'est comme toute œuvre. C'est comme si on nous disait, on peut pas parler de Madame Bovary parce que Madame Bovary, on va pas spoiler la fin, ou Anna Karenine, il faut pas dire la fin. C'est des livres et des œuvres, c'est pareil avec les séries, qui existent depuis des décennies pour certaines, et on peut pas analyser ce qui se passe. Ça, c'est ridicule, je suis désolée. Si vous voulez pas être spoilé sur Citizen Kane, regardez Citizen Kane, et puis, enfin, ne lisez pas sur Citizen Kane, c'est tout. Enfin, je sais pas, moi. Alors, on a aussi Hakim qui nous dit, lui, je suis anti-spoiler. Spoiler égale gâcher le plaisir de l'autre égale égoïsme. Voilà. Merci, Hakim. Le problème, ça, c'est un peu ce que tu disais sur, on sait pas ce qui va gâcher le plaisir de l'autre. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. On a aussi Sophie qui, elle, est un peu plus mesurée. Et en fait, elle dit un peu ce que tu disais tout à l'heure. Elle écrit « Moi, je suis un rare cas à aimer savoir l'intrigue d'une série dans les grandes lignes, twist y compris. Un peu parce que je gère mal la frustration et peux lire des résumés d'une série à l'avance parce que je gère très mal l'aspect surprise. » Oh, c'est exactement moi. Ouais. Donc voilà, il y a quand même d'autres personnes qui aiment bien un peu savoir. Et elle dit pareil, j'ai un plaisir fou dans l'anticipation. Savoir qu'un personnage meurt dans un épisode et savourer à l'avance le fait de le savoir. Donc c'est vrai qu'on peut apprécier les spoilers, c'est possible, mes amis. Faites des efforts. Et elle dit d'ailleurs, c'est hyper rare qu'un spoiler m'ait gâché la visualisation d'une série. Comme quoi... Moi, ça m'a jamais rien gâché. Mais après, je peux comprendre que ça puisse gâcher. Alors, on a même Norma Gin Tonic, qui a un super pseudo et qui nous propose une solution. Elle dit, on peut spoiler sans règle toute œuvre de plus de 20 ans. Donc pourquoi 20, pourquoi pas 15 ? C'est un peu arbitraire. Mais bon, c'est vrai que au bout de 20 ans, c'est quand même un peu ridicule de pas pouvoir parler de ce qui se passe dans une œuvre, quoi. Ouais, enfin, pour moi, c'est au bout d'un mois, quoi. Enfin, non, mais pour moi, c'est au bout de 2 jours, personnellement. Bon, voilà, non, mais chacun a sa règle. Ça dépend par exemple, un épisode de Game of Thrones, pour moi, au bout d'une semaine, on peut spoiler. Et puis, c'est pareil pour Get Out ou des trucs qui ont été vus. On attend 2 semaines que beaucoup de gens l'aient vu, et puis après, on peut commencer à spoiler ça. Alors, on a aussi La Voix de la Raison, je pense, qui est quelqu'un qui a le statut sérivore et qui nous dit, je n'aime pas me faire spoiler. Maintenant, je relativise. Se faire spoiler, ce n'est pas si grave. Ça peut être dommage, mais ça permet aussi de comprendre le choix du scénariste, comment c'est construit. Donc voilà, je voulais dire merci pour cette déclaration pleine de sagesse et de mesure. Oui, c'est vraiment, je pense que c'est la meilleure déclaration qui soit. Voilà. On vous a aussi demandé quelles étaient vos pires expériences de spoiler. Bon, je précise que vous m'avez envoyé ces messages à moi, Marie ne les a pas lus, comme ça elle aura peut-être l'élément de surprise. Peut-être qu'on va la spoiler, je ne sais pas. Oui, si vraiment vous avez peur des spoilers, vous pouvez avancer de 15 secondes ou 30 secondes. On va pas trop vous spoiler, mais il y aura peut-être un truc dit sur Game of Thrones. Voilà, je vous préviens. Donc on a Boston 16 qui, là encore mauvaise apparemment, quand on lit son message, il dit que sa pire expérience de spoiler, c'est le community manager américain de The Walking Dead, donc la personne qui fait les posts sur les réseaux sociaux, qui n'a rien trouvé de mieux que de mettre une photo explicite sur la mort d'un personnage. Et donc Boston 16 nous dit, je pense que le mec ne savait pas qu'il existait d'autres pays dans le monde. C'est vrai que c'est un problème souvent quand les épisodes sont pas diffusés à la même heure pour tout le monde sur la planète, ou parfois les Américains ont un peu la gâchette facile sur les spoilers. Il y a ça, et puis il y a surtout, enfin, quand on est le CM de la série, faut quand même savoir se contrôler, quoi. Enfin... C'est clair, parce que là, pour le coup, il a dû recevoir beaucoup d'insultes, je pense, ce pauvre CM. On a aussi Raoul qui nous raconte, alors ça c'est assez drôle, il y a un petit spoiler dedans sur Game of Thrones, je vous préviens. Il nous dit, au cours d'un dîner anodin où l'on parle du fameux 3e épisode de la dernière saison de Game of Thrones, une nana qui ne connaît pas la série et qui n'a jamais rien vu me dit « Ah oui, celui où Arya gagne à la fin !» Mais what the fuck, être spoilé par quelqu'un qui n'a pas vu la série, mais qui a lu ça sur les réseaux sociaux. J'avoue. Donc là, vraiment, je compatis avec Raoul. Je pense qu'il en a beaucoup. Non, ça c'est rageant. On a un message aussi, un message vocal de Mathilde, qui, elle, a vécu une expérience assez douloureuse par rapport à Lost. On va l'écouter. J'ai décidé de regarder Lost pour la première fois en 2019. Ce qui est assez risqué, c'est vrai, mais j'avais réussi à échapper au débat sur la fin. Je savais qu'elle faisait débat, mais je connaissais pas la fin. Et donc, je m'apprête à appuyer sur Play, épisode 1, saison 1. Et là, mon mec, qui est fan de la série, me lâche le morceau, comme ça, pour faire la conversation, parce qu'il pensait que j'étais forcément au courant, quoi. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé parce que c'est horrible de tenir tant d'années et de se faire spoiler comme ça, la fin en plus, à 1 seconde du démarrage de la série. Au final, je l'ai quand même regardé parce que c'est un classique, mais c'est sûr que passé les 3 premières saisons, je pense, la série a plus trop d'intérêt. Après, j'étais moins déçue que les autres aussi. Donc, c'était peut-être le point positif.
C'est vrai que c'est cruel, là. Bah, surtout quand t'as réussi effectivement à tenir jusqu'en 2019 sans savoir ce qu'est la fin de Lost. C'est peut-être parce que personne ne sait exactement ce qui se passe dans la fin de Lost. Mais ça doit être un peu frustrant. Et puis il y a ce qu'on disait tout à l'heure, le côté je m'apprête à lancer l'épisode et là on me dit ce qui va se passer, ça gâche un peu le plaisir, quoi. Ouais. On a aussi Pauline, toujours sur Game of Thrones, parce que évidemment c'est quand même une série qui a été spoilée pour beaucoup de gens, qui nous dit... Quelqu'un avait posté une photo d'une boîte de céréales All Bran à propos du dernier Game of Thrones. Et du coup, ça m'a spoilé la fin. En même temps, c'est pas forcément évident, hein. Enfin... Ouais, faut quand même un peu faire fonctionner ses méninges. Mais bon, après, elle dit, heureusement, je m'en fous un peu des spoilers. Donc, puis, au moins, ça l'a pas traumatisée, elle. Ça fait partie du plaisir quand on regarde une série, quand même, d'avoir tous les mêmes après, et puis les blagues qui vont suivre. Alors, si on peut plus faire ça parce qu'il faut pas spoiler telle ou telle personne, enfin, ça revient à ce qu'on disait, où il faut aussi prendre sur soi et regarder la série à temps, quoi. Ouais. Alors, on a aussi un autre message de Hubert qui, lui, veut nous parler de 6 Feet Under. Hello, mon pire souvenir de spoil, c'est quand un pote m'a dit qu'il était en train de terminer la dernière saison de 6 Feet Under. Comme c'est un série-film de la première heure, méga fan de Buffy et de Stargate et qu'il a vu beaucoup de choses, j'étais persuadé qu'il était en train de la regarder à nouveau parce qu'il l'avait déjà vue. Je vais donc spoiler l'un des moments les plus importants et les plus forts de toute la série et il m'en a un peu voulu. Sinon, personnellement, j'ai une approche du spoil très open, métier oblige puisque je travaille dans le secteur. Et à peu de choses près, comme par exemple le nom du coupable dans un Agatha Christie, j'accepte volontiers de me faire spoiler. Je me suis mis à Game of Thrones bien après tout le monde, pour la sortie de la saison 5 si je me souviens bien, et bien que je sache ce qui se passe dans l'épisode du Red Wedding, le choc n'en a pas été moins violent lors du visionnage. Donc les nazis anti-spoilers, je les considère souvent comme des brivantes de camp de la série, des gens bloqués au stade anal. Je suis assez d'accord. Merci Hubert. Et enfin, on a aussi Jean Coincoin qui nous dit « Ma coloc regardait Breaking Bad que je n'avais jamais vu. J'ai regardé la partie 1 de la saison 5 avec elle, donc vraiment la fin de la série, quoi. Et j'ai accroché sans tout comprendre. Et il nous dit « C'était vraiment super de reprendre du début ensuite, de voir les premières saisons en me demandant sans arrêt « Mais comment on va en arriver là ?» Ça a rendu l'expérience un peu différente de toutes les autres séries et je l'ai appréciée différemment. C'est vrai que c'est plutôt cool comme expérience en fait. Oui, c'est ce qu'on disait sur le fait de savoir ce qui va se passer et de regarder en voyant toutes les trames et les fils scénaristiques. Et c'est une super expérience. C'est pour ça que beaucoup de gens revoient des séries. Bah oui, tout à fait. Souvent, une fois qu'on sait ce qui va se passer, on apprécie encore plus la beauté de la série. Exactement. C'est ça être sériephile. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, on parle de plus en plus de spoilers. Il y a vraiment une obsession autour de ça, ces dernières années, parce que la situation est de moins en moins tenable, parce qu'on a énormément, on a toutes les plateformes de streaming qui lâchent des saisons entières, qu'on regarde pas ça en ce moment. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut s'adapter aux spoilers. Tout le monde va nous détester après cet épisode, mais qu'il faut devenir immunisé en fait. Voilà, il faut abandonner l'idée que se faire spoiler c'est mal. Il faut accepter, il faut embrasser le spoiler. Et c'est pour ça que, avant la recommandation de la semaine, je voudrais vous proposer de terminer cet épisode par un petit moment de détente. Parce que je pense qu'on a besoin de calmer les esprits là sur la question. On a peut-être été un peu dur. Donc j'ai décidé de vous faire une petite séquence ASMR dans laquelle je vais vous lire des spoilers. Et je vais un peu tester votre endurance. Les gens, ce qui les détend, c'est l'ASMR et ce qui les stresse, c'est les spoilers. Et moi, c'est le contraire. Je déteste l'ASMR, mais j'adore les spoilers. Donc là, tu vas avoir un ascenseur émotionnel particulièrement violent pendant cette séquence. Comme les gens qui nous écoutent, mais à l'inverse en fait. Si vous avez vraiment trop peur des spoilers, ce qu'on peut comprendre, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, vous pouvez avancer l'épisode de 30 secondes. Et pour les plus téméraires, c'est parti. Vous êtes prêts? Toute la saison 9 de Dallas, c'est un rêve. Lors du Red Wedding, Robb Stark, sa femme et sa mère sont tués par les Lannister. Bran finit sur le trône de fer. Walter White se fait tirer dessus par des nazis et meurt à la fin de Breaking Bad. Gossip Girl, c'était Dan Humphrey. À la fin de Lost, on découvre que... Bon, en fait, je sais pas ce qui se passe à la fin de Lost, donc je peux pas vraiment vous spoiler là-dessus parce que j'ai toujours rien compris. Alors, est-ce que vous avez survécu? Si c'est le cas, je suis très fière de vous, bravo. Et je pense que vous pouvez continuer une voie plus saine vers l'acceptation du spoiler à partir d'aujourd'hui. Eh ben, dis donc. Si c'est comme ça. C'est ça qu'il faut faire pour accepter le spoiler. Et pour les gens qui se sont désabonnés pour toujours de PIC TV, je m'excuse. Marie s'est évanouie pendant cette séquence, je suis vraiment désolée. On a dû la réanimer, c'est vrai.
Avant de se quitter, Marie, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine ? Ce qu'on regarde cette semaine, c'est Dickinson. C'est une série Apple TV+, la nouvelle plateforme de streaming qui vient d'être lancée par Apple. Leur offre est vraiment naze dans l'ensemble, sauf... Marie est vraiment de mauvais poil cette semaine. Non, mais sauf Dickinson qui, pour le coup, est une série vraiment très réjouissante. C'est une comédie sur la poétesse américaine Emily Dickinson, qui était une poétesse du 19e siècle. Et c'est une comédie complètement décalée où ils incluent des éléments de langage modernes d'aujourd'hui. Au début, ça surprend un peu et on se dit, c'est quoi ce gimmick ? Et en fait, quand on continue à regarder, moi, j'étais vraiment séduite par le charme et toi aussi. Ouais, en fait, au début, c'est vrai que c'est hyper surprenant parce que, par exemple, Emily Dickinson est obsédée par la mort. Et donc, la mort est représentée dans la série par Wiz Khalifa, qui est dans une calèche et qui arrive à chaque fois qu'elle pense à la mort et qui la séduit, en fait. Donc, c'est vraiment très, très perché. Il y a aussi une scène où elle visualise une abeille géante qui lui parle. Donc, voilà, ça part vraiment très, très loin. Et au début, on se dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Et en fait, quand on s'habitue au rythme de la série, on comprend que c'est vraiment quelque chose d'assez original, au final, qu'on n'a pas vu ailleurs. Et il y a vraiment un discours sur le fait d'être poétesse à cette époque et d'être enfermée en fait dans la vie qu'elle a. Elle peut pas être publiée sous son nom. Son père refuse qu'elle poursuive justement sa vocation et elle s'ennuie en fait. Elle se fait chier. Elle est toute seule dans cette maison et donc c'est pour ça qu'il y a ces éléments, la mort, l'abeille géante, pour un peu montrer à quel point son imagination était débordante et comment elle en est venue à créer ces poèmes qui sont maintenant parmi les plus adorés de la culture. On vient de parler pendant tout un épisode de la notion de surprise et de spoiler. Et en fait, pour moi, Dickinson, c'est une série bien plus surprenante que la plupart des énormes surprises que les séries à spoiler nous ont... Enfin, pas infligé, mais nous ont donné ces dernières années, quoi. Et le plus gros twist de ces dernières semaines, c'était qu'on a détesté Dickinson au début et qu'ensuite on a adoré. Mais puis c'est hyper agréable à l'ère de la PIC TV de toujours d'être surpris par quelque chose et de se dire purée, je pensais pas aimer ça et j'adore. Donc on vous recommande Dickinson qui est disponible sur Apple TV+. Si vous avez envie de rajouter une plateforme de streaming à votre offre déjà débordante, c'est vraiment super. Et voilà, il faut passer les 2 premiers épisodes qui sont un peu chelous, quoi. C'était PIC TV, merci à vous de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. Malgré tout ce que t'as dit de méchant sur les gens qui n'aiment pas se faire spoiler. Non mais je veux juste dire quand même que je comprends. On compatit avec vous. Non, je compatis, c'est juste pas ma philosophie de vie. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire que vous nous aimez. À plus. Et spoiler alerte, le prochain épisode sera sur les femmes antipathiques.